Il est déjà... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cet atelier qui est la gageure des JDE, sauver l'hôpital public en 1 heure. Même pas, je crois qu'on a 53 minutes. Donc, je suis ravie de vous voir et je suis surtout ravie d'avoir autour de moi Anne Gervais, qui est fondatrice du collectif Interhôpitaux, Charlotte Marchandise, qui est ancienne élue à la santé à Rennes et à ce titre était présidente des villes santé OMS, et Béchir Saket, qui est juriste de la santé publique. Et nous allons tous les quatre essayer de faire un petit tour d'horizon sur comment est-ce qu'on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver cet hôpital. Moi, je suis Olivia X, je suis co-responsable de la commission santé. Alors, Anne, en quelques instants, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette catastrophe? Et la catastrophe, pourquoi la catastrophe du Covid? C'est parce qu'on ne retournera jamais à l'état antérieur. Ce n'est pas une crise. Une crise, il y a un problème, on revient à l'état antérieur. Là, c'est la catastrophe. Plus rien ne sera jamais pareil. Oui, alors il faut quand même définir le fait que l'hôpital public, c'est particulier et il y a des contraintes particulières qui s'y appliquent. L'hôpital public participe de l'offre de santé en général, mais c'est le seul qui ne choisit pas ses patients, ne choisit pas ses activités, marche 24/24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'autre chose dans l'offre de soins, comme on dit, qui marche comme ça. Donc il y a une contrainte spécifique. Il est complètement administré et régulé. C'est aussi quelque chose de très spécifique. Alors la doxa que vous entendez, si vous voulez expliquer, c'est de dire, c'est simple. C'est un problème d'organisation. Réorganisez-vous, ça ira mieux. Et en fait, l'idée, c'est que chez ces bureaucratico-experts, on avait un hôpital qui était au XIXe siècle, un lieu d'accueil sans soins. On est passé vers un hôpital de soins et d'accueil, les deux, ça c'est la victoire du XXe siècle. Et il faut aller vers un lieu de soins sans accueil, genre la plateforme de l'aéroport, l'avion se pose, vous êtes traité, hop, guéri, au revoir monsieur. Et c'est comme ça que ça ira mieux, on s'organise pour ça. C'est de la plomberie industrielle, on parle de flux de malades et ça ira mieux. Alors si on élabore un peu plus que les experts, on dit il y a une démographie médicale qui est en baisse. Alors ça c'est faux, on a exactement le même nombre de médecins pour 1000 habitants qu'il y a 20 ans. Par contre, le temps médical chute. C'est vrai qu'on ne souhaite plus travailler 90 heures par semaine, mais plutôt seulement 50, 60 maxi. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'on vit avec ces maladies. Donc, le nombre de malades à traiter, les cohortes, s'accroissent. La troisième chose, c'est qu'on pourrait gérer cet accroissement des cohortes par de la technique. Il y a une mutation technologique, on peut suivre à distance, etc., et qu'il y a une transformation à faire. Et dans le quatrième contexte, il y a le fait que ce qui est autour de l'hôpital, c'est la ville, et que la ville, elle n'est pas, pour l'instant, régulée. Et elle ne participe pas totalement à ce qu'elle pourrait faire, ce qu'elle fait dans d'autres pays. Et donc l'hôpital fait ce qui n'est pas fait ailleurs. En gros, c'est ça qui est le principal problème de l'hôpital, avec dessus, et j'ai encore 1 minute et t'en avais pris une, le fait qu'on a une idéologie en action qui est il ne faut pas dépenser. La dépense publique, c'est mal. Donc l'hôpital public, c'est la dépense publique. Il faut resserrer les moyens. Et en gros, si on veut resserrer les moyens à l'hôpital, on agit sur les effectifs. Les 2/3 de la dépense à l'hôpital, c'est le personnel. Donc, on va croître en activité pour avoir des cordes de plus en plus lourdes, pour faire tout ce qui n'est pas fait ailleurs. Et en plus, on a du personnel qui est soit stable, soit en diminution. 14% d'activité en plus en 5 ans, avec 2% de personnel en plus, qui fait plus de choses. On a des équipes mobiles d'antibiothérapie, tout ça, c'est très bien, c'est compter en du personnel en plus, c'est pas du personnel complètement lit du malade, sans compter les contrôleurs de gestion. Alors tout ça, ça aboutit vers une intensification du travail pour les personnels, du burn-out, une perte de sens, parce que pour économiser du personnel, vous les bougez comme des pions.
Vous les faites passer du matin à l'après-midi. Vous les passez d'un service de gastro à chirurgie, parce que de toute façon, le bide, c'est tout pareil, donc on peut s'en occuper. Donc, burn-out. Et puis, dernier point, en plus de la doxa managériale sur la réorganisation qui fait peser la perte de sens dans l'intensification du travail, il y a quelque chose d'inavouable qui est la santé, c'est 200 milliards. Donc c'est un marché. Si on sort la santé du bien commun, c'est 200 milliards qui peuvent être exploités par des entreprises privées. Or pour nous, la santé, ce n'est pas une entreprise, c'est ni étatisable ni privatisable, c'est un bien commun et c'est là-dessus que je passerai la parole. Merci Anne. Alors on passe la parole à Béchir. Bravo. Merci. Merci Anne, je pense que tu as dit l'essentiel de ce qui était le problème aujourd'hui d'un point de vue économique et structurel pour l'hôpital. Mais ce qu'il faut qu'on se dise, quand tu poses la question, Olivia, en disant comment est-ce qu'on en est arrivé là, il faut se dire d'abord que l'hôpital, ça n'est pas une institution ancienne, c'est une institution très récente. T'en parlais, on va être même peut-être plus précis. L'hôpital public, au sens où on le conçoit aujourd'hui, n'apparaît finalement que dans les méandres de la collaboration en 1941, puisque jusqu'alors l'hôpital était considéré comme un espace de prise en charge des plus pauvres, et que c'est par une loi de décembre 1941 qu'on passe à la prise en charge des malades. Il va falloir attendre 1945 avec la création du principe de protection sociale. Il va ensuite falloir prolonger jusqu'aux ordonnances de Bray en 58, finir en 70 avec la reconnaissance d'un service public hospitalier. C'est dire si cette institution finalement est récente et en même temps elle marque la participation de toutes les sphères politiques, de tous les partis politiques, puisque tous les mouvements et chaque période a connu un renforcement, une transformation de l'hôpital. Puisque c'est forcément une institution récente, elle a besoin aujourd'hui de maturité, et le problème c'est qu'en effet elle est en perpétuel changement. On a des lois sur l'hôpital public quasiment tous les 3 ans, on a des modifications structurelles de plus en plus fortes, et on a connu depuis 1970 une lente agonie de l'hôpital, un renforcement du privé contre le public. On a connu aussi une convergence qui s'est renforcée ces dernières années, puisqu'à partir de 2018, pour un acte réalisé à l'hôpital public, la sécurité sociale finance de la même manière une entreprise privée. Et donc c'est tout le problème aujourd'hui de l'hôpital, cette question structurelle, mais plus globalement, la question c'est comment on en est arrivé là. Il y a aussi notre responsabilité à nous en tant que citoyens. On a été nombreux, et je pense ici dans la salle et sur Internet, vous avez été nombreux à applaudir à 20h tous les soirs. Et on a applaudi, comme le dit Boris Cyrulnik, parce que finalement on se rendait bien compte qu'il y avait un problème. Que ceux pour lesquels on allait applaudir dépassaient clairement le cadre de leur responsabilité, le cadre de leur mission, et qu'ils prenaient des risques pour les autres. Moi j'ai été très touché par une histoire, je pense, dont vous avez pu prendre connaissance dans les médias. C'est ce médecin à Saint-Denis, Dr Rosenbuchs, qui est décédé, qui a fait partie des premières victimes du Covid, qui est décédé. Il était venu en France depuis l'île Maurice, il accompagnait depuis de très nombreuses années les malades à Saint-Denis. Il se trouvait vraiment juste en face de la gare et il accueillait tout le monde, ceux qui avaient la CMU, ceux qui avaient l'AME, mais aussi ceux qui n'avaient absolument pas de papier et que les autres médecins ne comprenaient pas. Et au début de la crise, il a soigné sans masque, sans prise en charge, sans véritable matériel médical, et il a fait partie des premières victimes. Et si on a applaudi, c'est finalement aussi pour reconnaître, je pense, une forme de culpabilité commune. Et donc si on en est arrivé là, c'est aussi parce que durant de trop nombreuses années, on a laissé filer. On a laissé l'hôpital s'effondrer. On a laissé les dépenses réduites. Et même sous la gauche au pouvoir, on n'a pas connu mieux. Et donc finalement, aujourd'hui, il y a une responsabilité commune du politique et une responsabilité commune du citoyen, parce qu'il n'y a pas eu de mobilisation. Et nous, on était très, très peu avec le collectif interhospitalier, et même encore jusqu'en septembre dernier, et avec le mouvement des urgences, à s'engager durant la grève, qui faisait 2 minutes dans le JT de 20h. Et finalement, ils ont été précurseurs, ils nous l'ont annoncé, ils nous l'ont dit. Ils n'ont pas été les seuls. Je crois que même Jérôme Salomon, en 2016, disait, l'actuel directeur général de la santé, disait à Emmanuel Macron, candidat, la France ne sera pas prête en cas d'épidémie. Eh ben, on ne s'est pas préparé, on n'a pas pris la mesure des risques et des problématiques. Et on arrive aujourd'hui face à un résultat qui est absolument terrible, terrible aussi pour les soignants, puisque les soignants figurent parmi les premières victimes du coronavirus. Ils sont 50 000 soignants à avoir été touchés par la pandémie, touchés par la maladie. Et je ne vous raconte même pas le nombre de suicides, de burn-out, de dépression,
de la pression au travail, des heures qui ont été faites. Et je voulais vraiment qu'on leur rende hommage parce que c'est eux qui ont été en première ligne durant cette crise et qui ont pris les risques pour nous. Merci Béchir. Et c'est juste une précision, c'est 50 000 soignants dans les établissements de santé. On ne parle pas des soignants en ville, c'est 50 000 soignants dans les établissements de santé. Merci. Charlotte ? Merci de l'invitation. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'hôpital. Je suis spécialiste, alors si on peut être spécialiste, mais en tout cas de la santé publique et de tout ce qui est autour. Et l'hôpital, il s'inscrit, tu l'as très bien dit, dans un écosystème. Et aujourd'hui, il y a quelque part où on arrive à faire porter toute la misère du monde, de nos sociétés et toutes les errances sur l'hôpital à la fin. Et comment on en arrive là ? On parlera des solutions après. On en arrive là notamment parce qu'il y a eu des choix politiques qui n'ont pas été faits. Et on le répète beaucoup, aujourd'hui je travaille à l'Organisation mondiale de la santé et un des leitmotifs, c'est la santé, c'est un choix politique. Et sur la crise Covid, on en parlait hier, où est-ce qu'on a eu des meilleures réponses ? C'est quand la santé est passée au-dessus de l'économie dans les choix politiques. Et cette crise, elle pourrait, elle l'a eu dans certains endroits, le mérite de commencer à se dire, on ne parle pas en court-termiste, on parle en long terme, et on a une vraie réflexion sur comment on investit, comment on protège, comment on recrée une qualité tout autour du système de santé et non pas que du système de soins. Parce que, et pour rappel, la santé d'une population, 20% c'est le système de soins, 80% c'est l'environnement. Donc on a laissé tomber, on n'a pas fait les choix politiques et aujourd'hui dans un gouvernement, c'est jamais le ministère de la Santé qui emporte les arbitrages, hein, c'est Bercy. Et sur toutes les choses qui vont être autour de l'hôpital. Et pour vous donner une analogie, aujourd'hui, je travaille notamment sur les questions d'afflux de blessés en masse. Et on a travaillé sur ce qui s'est passé à Beyrouth. Vous avez sans doute tous vu les images. À Beyrouth, quand on voit l'hôpital à ce moment-là, c'est des choses qu'on ne voit pas en France. Parce qu'en France, on a du pré-hospitalier. Il y a des pompiers, il y a des gens qui vont faire du triage. On n'a pas tout le monde qui arrive ou avec une blessure, avec une jambe cassée. Il y a quelque chose qui se passe en amont dans le cas des urgences de masse. Dans un moment comme ça, il faut qu'il se passe quelque chose en amont de l'hôpital, sinon on ne peut pas soigner. Et ça, on sait le faire sur les urgences en France, mais on ne sait pas le faire sur le quotidien. On ne sait pas le faire sur la médecine de ville. On ne sait pas le faire. On a des gens qui n'ont rien à faire aux urgences. Et le boulot qu'on doit faire, outre le fait évidemment de donner des moyens à l'hôpital et aux soignants, et qui n'est pas fait, c'est tout le boulot de prévention avant. Là, en post-Covid, les urgences qui avaient quand même bien morcelé pendant la crise se sont retrouvées et il y a eu un afflux de gens qui se sont plantés en voiture parce qu'ils avaient picolé en conduisant. C'est que la prévention n'a pas fait son boulot. C'est qu'on n'a pas fait le boulot. On n'a pas investi suffisamment pour protéger et faire en sorte que ces gens-là n'arrivent pas là et ne viennent pas déborder. On ne devrait plus, en 2020, se retrouver avec des afflux comme ça. Sur la psychiatrie, où là, on a quand même aussi une vague psychiatrique énorme. Et la psychiatrie, Dieu sait qu'on n'arrive plus à recruter dans les secteurs psychiatriques. Mais il n'y a plus de psychologue de ville, et puis c'est pas remboursé, et puis on n'arrive pas à faire le boulot. Et du coup, tout le monde arrive, et puis les gens dont on ne sait pas quoi faire, on les envoie à l'hôpital, et on va signer. Et on a des taux d'hospitalisation sous contrainte en France qui sont bien plus élevés qu'ailleurs, mais parce qu'on ne fait pas le boulot en amont. Et puis, ok, je vais... Ah non, j'ai encore une minute, ça va. Et sur ces choix politiques, ce qui est aussi hyper important, tu le disais, on fait des lois. Alors ça, on fait des lois, ça, il n'y a pas de problème. Mais en France, on peut passer des lois avant les décrets d'application. Les députés, ils vont voter des lois qui n'ont pas les décrets d'application. Il y a plein de pays où ça n'arrive pas. C'est-à-dire, tu votes une loi quand il y a les décrets. Nous, non, donc il y a des décrets qu'on n'a pas. Et on va faire des choses absolument incroyables, qui est là récemment, alors toute une séquence, je vous passe le parti juridique, où on va mettre des défibrillateurs partout. Là, toutes les villes, on doit mettre des défibrillateurs dans tous nos établissements recevant du public. Ça coûte un fric de fou, il faut des caméras pour les protéger, mais on n'investit pas un copec sur la formation. Et quand on parle de citoyenneté en santé, la citoyenneté en santé, c'est faire en sorte que dès l'école, dès le collège, dès le lycée, que tout le monde soit formé aux gestes qui sauvent. Parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est pas une machine, c'est des gens. Et c'est le fait de dire, eh ben oui, moi je vais m'impliquer et je vais faire les gestes qui sauvent. Et vous savez bien, quand on arrive à l'hôpital, si les gestes ont été commencés, c'est pas le même boulot. Donner son sang, c'est de la citoyenneté en santé. Mais tout ça, ça se travaille. Ou ça se travaille déjà à l'école. Et autant vous dire que là aussi, le jour où on réinvestit sur la santé scolaire, qui est en déshérence, et c'est à la haute autorité de la santé qui le dit, eh ben on changera les choses. Et tout ce qu'on va pouvoir faire en amont,
C'est ce qui va permettre de sauver, mais ça sera la deuxième partie. Mais comment on en est arrivé là ? C'est qu'on a fait des silos, c'est qu'on a traité point par point, on a traité pathologie par pathologie, et on n'a jamais mis le citoyen, la personne, le patient, au centre du dispositif. On a parlé machine, on a parlé outils, on a parlé processus, mais on n'a pas parlé des gens. Merci Charlotte. Bravo. Alors Anne, maintenant, l'espoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation ? Déjà, il y a énormément d'espoir, parce que je crois qu'on est tous les trois d'accord, alors qu'on ne se connaissait pas avant, qu'on ne fait pas le même métier. Donc oui, il y a deux choses. Il y a d'abord définir les besoins. Si on définit les besoins et qu'on alloue les moyens en fonction des besoins, c'est plus logique que de définir le budget. Démerdez-vous pour répondre aux besoins. Ça, c'est la première chose. Il y a un certain nombre de sous-paragraphes de ça. Le premier sous-paragraphe vient d'être dit. Il y a un besoin de prévention. La prévention, ce n'est pas du soin, et pourtant, ça fait partie de la santé. Et ce n'est pas forcément l'hôpital, ce n'est pas forcément des soignants, c'est de la communauté qui s'y investit. C'est la ville, en premier lieu. Quand on en est, c'est pas seulement prendre la route et pas boire d'alcool, l'alcool c'est mauvais, tout ça, oui je sais, je suis pathologue, c'est pas seulement ça. C'est pas prendre sa voiture et plutôt marcher et inciter dans la construction de la cité à ce que les gens marchent, à ce que ce soit ludique, à mieux bouffer, à plus courir. Donc ça, c'est de la santé et il faut y mettre les moyens. Ça, c'est un besoin qu'on définit. Les autres sous-paragraphes, c'est dès lors, comment on définit l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie ? L'ONDAM, objectif national, est voté chaque année au Parlement. C'est une discussion entre la Sécu, qui a quand même une évaluation de ce qui est fait chaque année, des maladies prises en charge, et de Bercy. Et c'est vrai que Bercy a pris la main sur la direction de la Sécu au ministère de la Santé. Et on dit, ben voilà, Bruxelles nous dit, parce qu'en fait la Sécu est intégrée aux dépenses de l'État pour Bruxelles. Vu de Bruxelles, c'est pas la Sécu la dépense de l'État, c'est pas vrai, c'est pareil. Donc, point au passage, quand le Ségur, on vous dit, on enlève un tiers de la dette de l'hôpital, ça ne change rien pour Bruxelles. La dette de l'hôpital est basculée sur la dette de l'État, elle était déjà comprise dans la dette de l'État. Soit dit en passage, c'est pas 13 milliards qu'on va donner en enlevant de la dette, c'est chaque année on ne payait pas 13 milliards d'intérêt de la dette, on en payait 800 millions au total. Donc on va tout péter, nous redonner de l'oxygène pour 100 ou 200 millions sur nos dépenses de l'hôpital public qui sont 60 milliards sur les 200. 200 pour la santé générale, 60 milliards pour l'hôpital public et une dette remboursée de à peu près 800 millions par an si on en prend un tiers. Je ne vous fais pas le détail, mais néanmoins, ces comptes d'apothicaire, il faut qu'ils soient assis sur le besoin. Il faut que ce soit dans ce sens-là, il faut que ce soit décliné à tous les étages, au niveau du Parlement, qui doit définir l'ONDAM, et qui doit discuter peut-être avec un espèce de haut conseil, avec les citoyens, les professionnels, qui définissent et qui décident des besoins à répondre. Et puis au niveau régional, et donc on verra de quel lit on a besoin. Il y a peut-être des endroits où effectivement il y a moins besoin de lit et des endroits où il y a plus besoin de lit. Et puis au niveau local, il faut que l'hôpital soit un lieu où on définisse les besoins et qu'on y réponde. Et c'est donc non seulement de la finance qui répond, du financement qui répond aux besoins, mais de la démocratie. Il faut être capable de causer à tous les échelons, y compris à l'hôpital, et peut-être même dans les services. Mais là, maintenant, le chef de service, c'est plus tellement drôle. Mais dans l'hôpital, il faut qu'il y ait ces trois visions de l'hôpital, la vision budgétaire qui existe quand même, on ne peut pas dépenser sans compter, donc l'administration a sa part, il y a les soignants, toute profession, pas que les médecins, et il y a les soignés. Et ces trois visions doivent s'entendre. Donc pour moi, c'est définir les besoins, répondre par le financement. Probablement, on gagnera des sous. Parce que si on fait de la prévention, si on met 10% des 200 milliards à faire de la prévention, on gagne. On gagne en diabète, on gagne en pathologie cardiovasculaire, par exemple. Et si on fait de la pertinence des soins, on gagne. Et puis, dernier point, si on fait du 100% sécu, en fait, on gagne. Parce que ça coûte plus cher individuellement d'avoir à la fois la cotisation sécu et en même temps la cotisation assurance complémentaire.
C'est du gâchis. Pour 7 milliards de frais de gestion, la Sécu vous gère plus de 85% du remboursement, on va dire. Pour 7 milliards de frais de gestion, dont 77% pour la Sécu. Pour 7 milliards, la même chose de frais de gestion, les autres prennent les 20% qui restent. Puis il y a un peu de reste à charge. Donc c'est dire que si on faisait une seule Sécu, on gagnerait déjà 7 milliards. Pertinence des soins, démocratie participative, asseoir la décision depuis les besoins jusqu'au financement. En gros, ça devrait permettre de faire les choses. Il faut effectivement abattre les cloisons. Alors, Hôpital-Ville, en fait, c'est abattu. Moi, je fais partie d'un service où on va travailler en centre de santé, où on travaille avec la médecine de ville. Donc, en fait, on sait le faire. Mais ça ne peut pas être que l'hôpital qui a la contrainte. Il faut que la ville assure la permanence des soins. Il faut que chacun retrouve ce qu'il peut faire. Et puis, dernier point, je parle pour les soignants qui ont un peu perdu le sens de leur métier quand ils sont en train de tout faire à moindre coût. Il faut les respecter. Les respecter, c'est leur permettre de donner la vie sur leur travail, on l'a dit, la démocratie. Il faut les reconnaître. Et c'est bien d'avoir augmenté le salaire. On n'est pas encore à la moyenne OCDE. Merci Anne. Charlotte, je t'ai vu approuver, tu étais d'accord sur cette suppression de la mutuelle? Surtout, en plus, tu as dit plein de trucs que j'allais dire. Enfin, je retrouve des idées. Non, mais, enfin, complètement. 1 euro investi en prévention, selon les études, c'est 7 à 9 euros économisés en soins. Donc, enfin, il y a un truc de base là-dessus qui est évident. Et si on repart de l'hôpital, déjà, comme on fait des hôpitaux promoteurs de santé, à commencer par la promotion de la santé des soignants, parce que c'est être dans un environnement qui est mauvais pour toi, comment tu peux soigner, c'est quand même déjà la base. Comment on crée des formations de soignants qui sont des formations qui prennent soin d'eux. On retrouve sur toutes les théories du care et du fait que le soin, c'est pas un geste technique, c'est aussi quelque chose qui engage, et tous les soignants le savent, mais au fur et à mesure, et dès les études, et ça a été beaucoup dit, on va plutôt pas aller favoriser l'empathie. Donc, prendre soin des gens, c'est aussi ce qui va leur permettre de prendre soin des autres. Et puis, je vais revenir à la ville après, mais déjà, comment on sait ce qui se passe? Comment on a des observatoires? Alors, moi, j'ai été élue à Rennes, j'étais présidente d'un réseau, donc on était beaucoup, et quand je suis arrivée, je n'ai pas du tout du secteur des politiques publiques, et j'ai dit, c'est quoi les données de santé dans la ville? C'est quoi notre engagement premier? C'est la réduction des inégalités sociales de santé. Au fond, qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas d'observatoire. Alors si en Rhône-Alpes, ils ont Balise, qui est très bien, qui est super, mais ailleurs, on n'a pas ça. Pourquoi la Fédération nationale des observatoires de santé ne fait pas pareil partout? C'est pas moi qui ai la décision. On l'a beaucoup posé pendant 6 ans, on n'a pas encore la réponse. Donc on a fait un observatoire local qui nous a permis de voir effectivement les endroits où il y a plus de maladies chroniques, les endroits où il y a plus de CMU, les endroits où on a plus de problèmes de pollution. Tiens, fun fact, c'est lié. Les endroits où on a des problèmes de logement, les endroits où on a des concentrations de personnes qui sont en lien avec l'hôpital psychiatrique, où on a des accords cas de logement. Et avec ça, on a pu travailler en tant que ville avec l'hôpital, avec la médecine de ville, avec les associations, avec les quartiers, et ensemble faire un constat et se dire, tiens, là, si je dois faire une action de planning familial et que je vois que dans ma ville, il y en a 5 dans le nord et aucune dans le sud, on va peut-être travailler ensemble pour faire mieux, parce qu'on a tous des bonnes intentions, mais tant qu'on n'a pas étayé, tant qu'on n'a pas observé ce qui se passe, ça ne marche pas. Et c'est la même chose sur ce que tu dis sur l'Ondam. Nous, sur la psychiatrie à Rennes, on nous dit « Ah oui, mais en Bretagne, vous êtes surdotés, donc on ne va pas augmenter. » Tu dis « Ah oui, mais nous, à l'hôpital psy à Rennes, parfois, il y a des chambres pour 2 où il y a 4 personnes, il y a des lits par terre. Donc nous, on n'est pas surdotés, non. » Mais comme tu le vois au niveau Bretagne, tant que tu ne vas pas au niveau micro, oui, tout va bien, Madame la Marquise. Donc il y a une vraie question d'observation et d'observation partagée, parce qu'évidemment, on va vous dire tout va bien sur l'accès aux soins, et puis tu parles avec les gens, en fait tout va pas bien, parce qu'effectivement quand tu habites dans un quartier, c'est pas parce qu'il y a suffisamment de médecins en théorie sur la ville qu'il y a suffisamment de médecins pour tout le monde. Et donc
tant qu'on ne part pas du parcours des gens, ça ne marche pas. Et pour parler du parcours, il faut la médecine de ville, il faut l'hôpital et il faut aussi les élus. Et là, ce qui est tragique, c'est qu'il y a des villes qui s'engagent et qui font des trucs. Je vois Jérémy Crépel de Lille, où ils ont mis des psychologues dans les centres de quartier. Je ne sais pas si vous imaginez le changement que c'est d'avoir accès à de la santé mentale sans devoir payer, ce qui est quand même quelque chose, ce que ça va enlever comme poids pour tout le monde. Mais sauf que si Lille le fait, tout le monde ne le fait pas. Donc comment on a des logiques où toutes ces bonnes pratiques, où toutes ces choses qu'on invente au niveau local, tous ces partenariats ville-hôpital, en amont, en aval, ces choses vachement malignes qu'on fait parfois parce qu'il y a des vraies coopérations, mais qui sont souvent liées aux personnes, parce qu'on s'est rencontrés, parce que dans le cadre d'un conseil local en santé ou un conseil local en santé mentale, qui marche aussi très bien, dans le cadre d'un groupe de travail sur les addictions, où on a des choses vraiment fortes qui marchent. Et d'ailleurs, au passage, tout ce qu'on nous annonce sur la question des addictions, sur la question des drogues, c'est catastrophique. C'est-à-dire on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. On fait exactement ce qui va renforcer la question des addictions, la peur, enfin bon. Ça, comment on fait pour en faire un bien commun? Comment on fait pour remonter ces initiatives? Comment on fait pour remonter ces hôpitaux où ça se passe bien, pour en faire du bien commun et pour en faire quelque chose de général? Il y a un autre point qui est quand même extrêmement important, qui revient à ce que tu disais, c'est les déterminants commerciaux de la santé. On avait la loi E20, on nous l'a enviée un peu partout dans le monde. Et clac, vas-y, ah bah si quand même, les pauvres viticulteurs, on va remettre la pub pour l'alcool. Rennes, c'est 70 000 étudiants. Là, alors devant tous les lycées, les collèges, les universités de Rennes, tu as des pubs pour de l'alcool. Et puis alors c'est des prémix, c'est des trucs pour les filles en rose avec... l'horreur totale. Ben oui, ça a un effet. Vous savez que le budget de publicité, juste de publicité de Coca-Cola, est largement supérieur au budget de l'Organisation mondiale de la santé. Global, pour tout, hein, de Ebola au Covid. Donc, si on n'attaque pas les déterminants commerciaux, les pubs sur les Kinder Bueno, toutes ces questions-là, on peut toujours dire manger, bouger. Hein. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut s'attaquer à la cause du problème. Et ça, c'est essentiel. Et puis, est-ce que vous savez, en fait, le plus grand risque pour la santé des gens, c'est la pauvreté. Donc, la base, la première chose à faire si on veut améliorer la santé d'une population, et donc tout le monde autour, hein, parce que c'est du gagnant-gagnant, c'est de lutter contre la pauvreté. Parce que le premier déterminant, c'est la pauvreté, et c'est ça qui va effectivement affecter l'ensemble du système et l'ensemble du système national. Merci Charlotte. C'est un programme. Hein. Béchir. Ce qui est très amusant, c'est qu'on ne se connaissait absolument pas tous les trois et qu'on pense quasiment pareil. Ça montre peut-être que finalement, sur ce sujet-là, contrairement à d'autres, les solutions sont plutôt communes et plutôt partagées. Je vais peut-être apporter un élément de divergence. Premièrement, déjà pour rejoindre votre propos et parlant en tant que juriste, moi je considère qu'on a déjà un problème d'un point de vue de la loi, de la Constitution, c'est qu'aujourd'hui on reconnaît un droit à la protection sociale. Je pense qu'il faut reconnaître désormais un droit à la santé, comme c'est le cas dans la Convention universelle des droits de l'homme. Et donc en France, on n'a pas de reconnaissance d'un droit à la santé. Or, c'est peut-être l'un des éléments fondateurs pour partir des besoins et pour dire qu'on sacralise la santé en termes de budget. Parce que finalement, c'est vrai qu'on a géré la santé depuis 10 ans maintenant comme une ligne budgétaire parmi d'autres, alors que quand il s'agit d'intérieur, quand il s'agit de défense, on discute des budgets, mais c'est souvent pour l'augmentation, jamais pour la réduction. Et ben, je pense qu'il faut inverser cette dynamique et se dire qu'on entre dans une logique de pacte régalien à la santé, qui est un élément finalement constitutionnel décisif du pacte social. Ça, c'est la première chose. Évidemment, avec ce droit à la santé, il y a la question de la lutte contre les inégalités et les pauvretés, et c'est évidemment la première mesure de santé à prendre, c'est la lutte contre la pauvreté, l'extrême pauvreté et contre la marginalité sociale. Maintenant, pour évoquer l'hôpital, Anne, je suis totalement d'accord, évidemment. Bon, en même temps, c'est toi qui fais la doctrine depuis tant d'années avec le collectif interhospitalier sur la question de l'opposition entre le public et le privé, etc. Mais j'apporterai un tempérament. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'hôpital il y a 6 mois, donc c'est assez récent, je travaille sur la santé depuis 5 ans maintenant, et j'ai commencé véritablement à travailler sur la structure de l'hôpital depuis 6 mois. Je me suis rendu compte d'une chose très simple, c'est que, premièrement, l'hôpital n'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse en santé. L'hôpital public n'est pas le seul vecteur de santé. La deuxième chose, c'est que l'hôpital est reconnu à la fois par l'opinion publique, par les responsables politiques et de manière générale même par les collectivités territoriales comme un point d'appui pour la santé. Eh bien, il faut en faire un point d'appui pour la santé. Faisons de l'hôpital non pas un établissement public, non pas une entreprise publique, mais une collectivité.
Une collectivité où pourraient être représentés au niveau local les élus de la région, les élus de la commune, les représentants d'associations, les représentants de patients. Renforçons dans l'hôpital le principe de la démocratie sanitaire. Je pensais à un truc, puisque je repensais à un discours qui a été prononcé par Nicolas Sarkozy il y a quasiment 11 ans, pile jour pour jour. Il expliquait, dans l'hôpital, il faut un patron. Et c'était la loi HPST. Et dans ce patron, en fait, il ne voyait qu'un fonctionnaire, qu'un individu qui n'était vraiment pas en lien avec la réalité du terrain. Et depuis 11 ans, le débat sur la direction de l'hôpital, il s'est tourné sur est-ce que c'est les médecins qui doivent diriger l'hôpital ou est-ce que ce sont des fonctionnaires ? Moi, je pense que ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est qu'il y a une collégialité à faire, que les fonctionnaires, que les administrateurs doivent être là, non pas pour prendre les décisions, mais pour les exécuter, et que la collégialité doit s'organiser. C'est en ce sens que je défends véritablement la notion de collectivité. Et on ne l'a pas trouvé, on a écrit... Petit moment de promotion. On a écrit avec Olivia un livre cet été et avec d'autres membres de la commission santé d'Europe Écologie Les Verts auxquels on contribue, soit qu'on soit adhérent ou pas. Et quand on est allé voir dans la doctrine, dans les jurisprudences, dans les réflexions, dans les ouvrages et les revues, s'il y avait cette notion de collectivité, d'hôpital public comme collectivité, on ne l'a pas vu. Donc peut-être que c'est une notion à défendre, peut-être que c'est un concept à travailler, mais cette idée, c'est de dire simplement, finalement, la santé, ça appartient à tout le monde. Donc ça doit être dirigé par tout le monde doit y contribuer, et on verra que localement, quand on fera travailler les hôpitaux publics aussi avec les structures privées, et notamment les structures privées à but non lucratif, quand on fera travailler des adjoints et des responsables de la santé avec les hôpitaux, plus en lien, dans des moments ensemble, non pas simplement, vous savez, aujourd'hui les communes sont représentées dans les conseils d'administration des CHU et des CH. Il faut aller plus loin, il faut que la politique de la santé soit pensée avec l'hôpital. Et donc à partir du moment où on aura imaginé qu'on distingue finalement l'hôpital en tant qu'établissement prescripteur de soins et l'hôpital en tant que collectivité en charge de l'organisation de la santé, déjà on aura fait beaucoup. Mais alors ta question, Olivia, elle est précise. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Déjà on ne fait pas ce que fait le gouvernement. Je pense que si on devait commencer sur quelque chose, on ne fait pas ce que fait le gouvernement. Quand il supprime 4 000 places de lits, enfin 4 000 lits, et qu'il en recrée aujourd'hui et qu'il nous l'annonce dans le Ségur de la santé, en nous disant, regardez, on a rouvert 4 000 lits, oui, mais vous les avez supprimés il y a 2 ans. Quand ils nous disent, oui, mais on augmente les salaires de 280 et quelques euros en moyenne par soignant, 183 euros en soignant, mais nous en fait on regarde le gel d'indice, ça fait 10 ans que les salaires des soignants ils sont gelés et les 180 euros ne permettent même pas de rattraper ces 10 ans. Alors de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle de santé ? Est-ce qu'on parle d'un bien commun ? Et dans ce cas-là, en effet il faut mettre les moyens, il faut mettre la volonté politique, il faut recréer de la démocratie, ou est-ce qu'on est en train de faire du health washing ? Je pense que s'il y a une chose qu'on doit retenir tous, c'est qu'il faut éviter ce genre de choses. Il faut éviter de prendre ces décisions et de communiquer dessus comme si c'était des avancées alors que ça ne l'est pas. Si on ne résout pas le problème dans le fond et le gouvernement actuel ne le fait pas, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et donc il faut prendre les moyens, il faut décider de mettre du budget. Et oui, ça représente de la dépense supplémentaire. C'est clair, ça représente de la dépense supplémentaire. Et alors ? Merci Béchir pour ton enthousiasme. Et moi, j'aimerais juste dire un tout petit mot sur même si je suis animatrice, mais je voudrais vraiment qu'on se concentre sur la prévention et qu'on se concentre sur 2 aspects de la prévention qui sont tellement négligés, alors que c'est au niveau santé publique, ça changerait absolument tout. Premièrement, la santé environnementale, c'est-à-dire que si on arrêtait d'intoxiquer tout le monde avec des produits chimiques dont on connaît aujourd'hui la toxicité, on sait que ces produits chimiques entraînent des maladies, l'obésité, l'asthme, l'hyperactivité des enfants, les troubles cognitifs, les troubles du langage. Donc on a là quelque chose à porter qui est connu, qui est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre, ça coûte un peu d'argent, mais on en ferait tellement et on éviterait tellement de souffrances. Et l'autre action de santé publique qui est pour moi encore plus incompréhensible, parce que la santé environnementale, on en parle. Alors on a notre ami André Cicolella qui en parle depuis longtemps, lanceur d'alerte avant tous, mais il y a un sujet dont vous n'entendez jamais parler, c'est la protection des enfants contre les violences. 1/3 des enfants sont soumis à des violences psychiques, 1/4 à des violences physiques, 1/5 à des violences sexuelles. Ces violences, c'est le premier facteur de mauvaise santé à l'âge adulte. Qui en parle ? Qui s'en occupe ? On a
enfin une loi qui dit que l'autorité parentale doit être exercée sans violence physique ni psychologique, qui s'est glissée, qui a réussi à être enfin votée en 2019, sans aucune concrétisation pour la mise en œuvre de ça. Mais c'est tellement important et c'est tellement négligé, donc il faut vraiment développer ces actions contre les violences faites aux enfants de manière massive. Il faut informer, il faut sensibiliser, il faut que tous les soignants, toutes les personnes en contact avec ces enfants puissent avancer là-dessus. Et maintenant, c'est le moment des questions. Tu veux dire quelque chose là-dessus? Et après, notre ami Eric va vous passer le métro. Un tout petit truc. On est d'accord. 2, on n'est pas d'accord. Alors, on est d'accord, oui, l'hôpital n'est pas l'alpha et l'oméga, et 2, il faut de la démocratie en santé, et c'est ça qui peut permettre d'avancer partout et rendre, on va dire, un peu l'hôpital plus serein. Mais 2, non, le public, c'est pas le privé non lucratif, c'est pas vrai. Ils n'ont pas les mêmes contraintes. C'est-à-dire que Saint-Joseph, la première chose qu'ils font en 2009, quand ils essayent de remonter, c'est de virer les cohortes de patients VIH et de les faire prendre en charge à Necker. D'accord ? Le privé non lucratif, il fait faillite. Le public, il ne peut pas faire faillite. Il se paupérise. On va devenir votre hospice. On sera l'hospice. Et puis, pour vous faire soigner, quand vous serez de la classe moyenne, eh ben, vous irez au privé non lucratif. Si tu veux, on peut en discuter plusieurs heures. Moi, je suis absolument d'accord sur le fond. Ce que je dis juste, en un mot, ce que je dis juste, c'est que justement, l'hôpital peut organiser, et il y a l'un des éléments que tu évoquais tout à l'heure, qui est qu'aujourd'hui, l'hôpital ne choisit pas sa patientèle, le privé si. Je pense que si on intègre les hôpitaux privés dans une logique de service public hospitalier, comme c'était le cas avant, oui, et ça a été l'échec. Mais donc, en tout cas, si on l'intègre, de toute façon, on ne peut pas lutter contre la concurrence à moins de... Est-ce qu'on ne peut pas lutter contre la concurrence ? Ça, c'est un sujet. Alors, on débattra après, au café. Et, par contre, on va passer la parole à la salle. Anne. Alors, moi, je suis Anne de Beaumont, je suis militante ancienne élue ELV, mais surtout, j'ai passé 35 ans à être directrice adjointe d'hôpital, donc je connais bien la structure de l'intérieur. Je voulais insister sur un point que je crois je ne suis pas sûre de ne pas avoir bien entendu, mais je ne crois pas avoir entendu le mot. Je pense qu'il faut vraiment qu'on lutte contre la tarification à l'activité, qui est vraiment le poison qui a pestiféré l'univers de la santé. Parce qu'au nom que du coup on a forcé les soignants à faire du chiffre, et du coup les soignants et tout le monde, même moi dans l'administration, on en a perdu le sens de nos missions. Et moi je suis heureusement à la retraite et je suis heureuse de l'être parce que je ne pouvais plus supporter cet hôpital qui part à la dérive. Je voudrais juste donner un témoignage, un exemple très, très précis. En réunion de direction, on discute des activités qu'il fallait développer. Je propose qu'on mette en place, qu'on donne des moyens pour qu'il y ait des diététiciennes en service de pédiatrie, puisqu'on sait que dans les années à venir, l'obésité va être un facteur majeur ça va être gravissime. Et on me répond, ah non, les diététiciennes ne sont pas codées en tarification à l'activité. Donc voilà. Donc des activités qui sont fondamentales pour la santé publique, on ne les a pas mises en place dans l'hôpital parce que ce n'était pas rentable. Et moi, les dernières années de staff de direction, c'était insupportable pour moi. Le directeur financier parlait pendant 1 heure sur le temps de la réunion, parce qu'on ne passait son temps qu'à regarder les tableaux d'activité, combien ça avait monté, combien ça avait baissé, et on ne discutait plus des projets. Donc vraiment, la tarification à l'activité, c'est un vrai poison, et il faut vraiment, vraiment, vraiment se battre là-dessus, contre. Merci pour ton témoignage. Et je crois que ce n'est pas une question, mais si c'est une question, tout le monde est d'accord ici qu'il faut arrêter avec cette tarification à l'activité. Jérémy. Oui, Jérémy Crépel, ancien élu à la santé à Lille. Dans l'hôpital, il y a aussi l'hôpital psychiatrique. Et qu'est-ce qu'on fait pour remettre du moyen dans l'hôpital psychiatrique, sachant que dans les priorités que tu as données, Olivia, je suis d'accord, mais il y a aussi la priorité sur la santé mentale et la souffrance psychique, pas que des enfants, ou pas que issus des violences pour les enfants, même si c'est la majorité. Et c'est la clé d'une bonne santé aussi, puisque quand on est bien dans sa tête, là, on est capable de prendre en charge sa santé et de résoudre des problèmes comme l'obésité, comme les addictions. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on fait pour cet hôpital psychiatrique ? Alors, je suis d'accord avec toi et je ne suis pas d'accord, comme dirait Anne. C'est qu'en fait, la psychiatrie
80% des pathologies psychiatriques, c'est du psychotrauma. 80%. Aujourd'hui, il y a des médecins, des psychiatres, pas beaucoup en France, mais qui travaillent là-dessus et qui montrent que des gens qui sont étiquetés schizophrènes, des gens qui sont étiquetés maniaco-dépressifs, des gens qui sont en dépression, c'est du psychotrauma. Aujourd'hui, les médecins ne sont pas formés sur le psychotrauma. Et c'est principalement du psychotrauma d'enfance. Si tu arrivais à mieux lutter contre toutes ces violences et tous ces traumas de l'enfance, eh ben, tu aurais déjà moins de malades psychiatriques. Après, il faut quand même aussi redoter la psychiatrie. Et là, je donne la parole à Anne, puis à Jean. C'est ce qu'on a dit en disant il faut définir les besoins et que ça suivait. Complètement d'accord avec vous. Sans faire de la pub pour des copains, la caisse du siècle de Pierru, Juven et Vincent, génialissime. Bien sûr que la T2A a fait partie des outils pour diriger l'hôpital comme une entreprise, prendre des parts de marché. Dans la part de marché, le produit psy, ça vaut peanuts, donc on n'investisse pas. Alors que le stent sur les coronaires, ça vaut cher, c'est bien. Donc il faut développer la partie cardiologie interventionnelle. Donc 100% d'accord. Une chose à signaler, quand est arrivé le Covid, la T2A a disparu. Miracle, l'hôpital a continué à marcher. Fabuleux. On pouvait être face à des directeurs qui avaient l'esprit tourneboulé avant par les injonctions contradictoires qu'ils recevaient. Moi, je les plains, les directeurs, parce qu'ils ne peuvent pas hurler sur scène comme nous. Ils sont serviteurs de la santé. Ils doivent se mettre au service des équipes soignantes pour que la santé soit répondue, prise en charge. Et ça, ils ne peuvent pas. Et tout d'un coup, ils ont retrouvé le but de leur métier. Sans déconner, je les ai vus changer, les mecs. Ils étaient plus sur les parts de marché à développer, ils étaient sur « vous avez besoin de quoi ?» Et ils ont... moi, j'avais attendu 3 ans pour avoir un ordinateur dans un de mes services. Je suis sur 2 hôpitaux. En 3 heures, j'ai équipé un service pour faire du post-SAU Covid. Avec 5 ordinateurs. Miracle. Charlotte, tu veux rajouter quelque chose ? Non, on va laisser les la psychiatries, question. je peux la journée. Oui, bonjour, Claire Lopiac, militante à Montreuil. J'avais une question par rapport à... on avait entendu dans les infos que les médecins ou chefs de service faisaient la grève, justement. Ils ne renvoyaient pas les... Alors, je ne sais pas si c'est les papiers ou les codes. Pour justement, par rapport à cette T2A, pour contester. Donc, moi, je trouve que c'était intéressant parce que c'était une désobéissance civile, mais concrètement, j'y comprenais rien parce que je me disais, s'ils ne renvoient plus, donc ils ne vont plus être remboursés, donc l'hôpital aura encore moins de sous. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'était, remarque, qui rejoint la remarque de madame sur la pauvreté et l'alimentation. Il me semble que ce qui jouerait énormément pour la santé, c'est l'étiquetage des aliments, comment ça s'appelle ? Le Nutri-Score sur les aliments, merci. Et là, on a l'impression que les ministres ont des idées avant d'être élus, et quand ils sont élus, la force des lobbies, je ne sais pas, mais voilà, ça passe tout le temps à la trappe. Et ça, c'est vraiment, pour moi, vraiment une possibilité de lutter contre l'obésité très efficace, quoi. Alors sur le codage, oui, vous avez raison. Ça a été la crainte de beaucoup de collègues. Donc ça a été très compliqué de bloquer le système. Et en fait, il ne s'est rien passé parce que l'hôpital est public et qu'on ne peut pas faire faillite. Mais effectivement, il y a eu un risque. Alors, il y a plein d'endroits où ça ne s'est pas fait. Ça s'est fait à Paris, à Marseille, à Caen, dans un certain nombre d'hôpitaux. Il y a plein d'endroits où ça ne s'est pas fait. Même à Saint-Denis, ça ne s'est pas fait parce qu'ils ont eu peur. Et puis, il y a plein d'endroits où, en fait, il se passe des docteurs depuis longtemps. Et donc, même si les docteurs bloquent, c'est fait. Donc, ça a été une espèce d'effet dissuasif pour nous faire entendre. Mais la seule chose qui nous a fait entendre, c'est le Covid, en fait. Très rapidement, on fait une réponse à 2 sur Nutri-Score. D'abord, il faut quand même aussi se rendre compte que les gens savent très bien ce qu'il faut manger ou pas. Et qu'il y a une question qu'à un moment donné, si tu ne peux pas aller à Disney, si tu ne peux pas aller à la plage, si tu ne peux pas payer des nouvelles baskets, au moins tu te fais un McDo. Et qu'il y a aussi quelque chose dans l'alimentation qui n'est pas que
lié à la qualité de l'alimentation, qui est aussi lié au plaisir. Donc il y a toute une réflexion à avoir, et c'est hyper important quand on est du point de vue des écolos, où on est quand même plutôt des classes supérieures, de pas faire comme le Premier ministre a fait, les pauvres, il faut leur donner plus de pédagogie parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut manger. Il y a plein d'autres éléments, et la carte multifactorielle de l'obésité, elle est énorme, elle est environnementale, mais elle est aussi sur, à part McDo, il y a quel endroit où tu peux aller bouffer avec tes enfants. Donc, voilà, très, très rapidement, il n'y a pas que le lobby, et je te laisse, il y a évidemment le lobby, mais il y a aussi plein d'autres choses, et si on devient moralisateur, on aura vraiment foiré aussi notre travail. Mais je te laisse sur Nutri-Score. Oui, rapidement, il y avait une question tout à l'heure sur la question des diététiciennes par rapport à la tarification activité. Il faut dire que les psychologues cliniciens aussi ne sont pas intégrés dans la T2A aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut défendre un panier de soins 100% remboursé, avec des soins élargis et la prise en charge médico-social des patients à l'issue des opérations, par exemple, aujourd'hui elle n'est pas prise en charge. Ça c'est le premier point, c'était sur la tarification. Le deuxième point sur la question du Nutri-Score, moi j'ai eu la chance en tant que consultant et en tant que militant de travailler sur la dernière loi Egalim et d'avoir défendu le Nutri-Score avec Olivier Véran quand il était encore à peu près de gauche. Et en fait ce dont on se rend compte c'est quoi? C'est qu'il y a des oppositions qui sont dures, qui sont fortes, et la limite du Nutri-Score, parce qu'il ne faut pas non plus raisonner que comme ça, c'est que en fait l'indicateur est insuffisant. Et même au-delà de la question de la qualité nutritionnelle, il y a aussi la question des circuits courts. Je veux dire, si on voulait tous manger du bio produit en Chine, ça n'aurait aucun sens. Donc il y a aussi cette question des circuits courts. Il y a Benoît Biteau, je suis chez les écologistes, donc forcément il faut qu'on lui fasse une dédicace. Benoît Biteau qui fait un travail exceptionnel au Parlement européen pour défendre l'agroécologie par opposition à l'agriculture biologique. Et donc alimentation, élément essentiel. Nutri-Score, on est face au lobby, on va se battre. Mais il va falloir évidemment que des partis comme Europe Écologie Les Verts continuent de soutenir, parce que de toute façon, là, il y a un vrai enjeu, c'est l'enjeu de l'information et de l'accessibilité, c'est l'enjeu aussi du prix, in fine, du produit qu'on peut consommer. Oui, il reste 3 minutes. Je suis instituteur, donc j'entends beaucoup parler de prévention, j'entends beaucoup parler d'enfance. Et alors là, justement, j'ai une question pratique. C'est quand on est instituteur et que justement on veut amener ses enfants par rapport aux violences, par rapport à tout ce qui était, on parlait de marque et d'obésité et autres, on se tourne vers qui pour justement avoir un contact avec la santé, les structures de santé qui pourraient intervenir dans nos classes? Comment on déclare une violence, en fait? Non, on tient pas le micro. J'entends qu'il faudrait qu'on n'a pas de formation, nous, les enseignants, sur ça. Et puis, les services de santé, eux, il n'y a pas de collaboration, je veux dire, de table ronde. Personne n'a du temps pour venir se retrouver, se découvrir, ou même pour faire des choses auprès des parents d'élèves. Il y a des ressources, je ne vais pas les développer là, mais je suis à ta dispo pour en parler. Il y a notamment la chaire éducation UNESCO et OMS, éducation et santé, qui cumule énormément de ressources là-dessus, notamment sur toutes les compétences psychosociales qui sont la base de la santé. Et pourquoi on n'a pas jusqu'à 53? J'ai cru qu'on avait 53 minutes. Donc il est 48 pour moi. On a encore un petit peu le temps d'une question. La dame. Après, je suis d'accord que c'est très compliqué. Ah d'accord. Excusez-moi pour la question, c'est vrai que ça montre là quand même toutes les choses qui sont incroyables. En tant qu'instituteur, effectivement, que vous vous posiez la question. Mais avant d'aller dans la chaire de l'UNESCO, il y a juste la médecine scolaire qui connaît quand même le réseau et qui est une ressource, et qui devrait être une ressource, la médecine scolaire. Voilà. Bien sûr, la médecine scolaire, mais la médecine scolaire est sinistrée, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus d'infirmières. Et puis, en plus, tous les médecins scolaires ne sont malheureusement pas suffisamment formés à ces questions-là. Il y a un besoin de formation et de sensibilisation de tous les adultes qui sont en contact des enfants. Et les médecins eux-mêmes sont très peu formés. Donc, il y a la mission interministérielle de protection des femmes qui a fait un énorme travail de formation vers les médecins pour tout ce qui est violence faite aux femmes. Et les violences indirectes par les violences conjugales. Mais on est très, très, très en retard et les gens ne savent pas ces choses-là et on a vraiment un énorme travail là-dessus à faire. Peut-être juste pour compléter, c'est extrêmement important sur la question aussi de la formation des enseignants. La formation initiale des enseignants, elle ne concerne pas aujourd'hui la santé. Or, c'est un élément essentiel et je pense que ça doit être l'un des éléments sur lesquels on doit travailler. Et l'autre élément, quand je parlais d'hôpital collectivité,
les écoles, les collèges, les lycées doivent participer à l'élaboration de la politique de santé au niveau régional, au niveau du territoire. Et donc, si on les intègre dans cette politique en amont, ils pourront y participer en aval. Et les enseignants auront des fiches, auront de la formation. Et même des médecins de l'hôpital, j'espère, pourront avoir un peu plus de temps désormais pour aller visiter les écoles et faire ce travail-là. En tout cas, c'est notre projet. En tout cas, c'est l'idée qu'on a défendue dans le livre. Voilà. Il y a la loi de 2014. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai pas compris si on était encore en direct, mais c'est pas très grave. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec le numerus clausus, vous pensez? Alors, est-ce qu'il y a assez de médecins ou pas? En fait, c'est ça. Le numerus clausus, on le fait sauter, comme ça il y aura plus de médecins, il y aura plus de temps. De toute façon, le numerus clausus, il a sauté. C'est une... envoyer des tomates par les généralistes dans la salle, mais néanmoins, peut-être que dans leur cabinet, s'il y a ce premier contact de soutien, ça peut aider. Donc je ne suis pas sûre que c'est qu'une question de bras. C'en est une, mais pas seulement. Merci. Alors, je crois qu'on va conclure, parce que j'ai l'impression qu'on n'est plus en direct, et qu'en tout cas, même si on l'est encore, on est censé conclure dans 2 minutes. Donc, on voit que la route est longue, il y a quand même de l'espoir. Ce qui est amusant, c'est que vous avez des propositions qui se rejoignent et des analyses qui se rejoignent aussi. Je crois qu'on retiendra la prévention avant tout. Hein, la prévention, c'est-à-dire que si les gens sont plus malades, l'hôpital ira mieux. Moi, je pense qu'on pourrait dire quand même que l'hôpital a résisté. Parce qu'on ne l'a pas dit encore ce matin, c'est que cette catastrophe du Covid, l'hôpital a résisté, l'hôpital a survécu, mais l'hôpital a payé cher. Les soignants ont payé cher, je pense. Olivia, je pense que l'hôpital n'a pas résisté. C'est les soignants qui ont résisté. L'hôpital n'a pas résisté, il a fait plus que du Covid. On s'est transformé en Covidorium. On n'a plus fait... la cirrhose décompensée. J'ai vu arriver des gens en appendicite, en péritonite, parce qu'ils n'ont pas osé aller à l'hôpital. Donc l'hôpital n'a pas résisté, on n'a pas bien pris en charge les gens. Et quand vous dites en psychiatrie, on va voir des catastrophes, on en voit maintenant, parce qu'ils sont retenus pendant 2 mois. Et ils se décompensent maintenant. En fait, ils ont décompensé tout seuls dans leurs 4 murs. Donc oui, on a tenu les soignants. On ne tiendra pas forcément une deuxième vague si on ne retrouve pas quelque chose de normal. On ne veut pas de retour à L', la normale. C'est ça qu'on ne veut pas. Merci. C'est le mot de la fin.